Cette émission vous est présentée par Vitoli, pour vivre en santé plus longtemps. Bienvenue à l'émission La santé autrement, émission durant laquelle nous mettons en valeur les principes de la santé intégrative. Cette semaine, nous en sommes à la 8e émission, la dernière émission de la 2e saison de La santé autrement. Et notre question du jour est: connaissez-vous des approches complémentaires pour la migraine? Oui, l'acupuncture, l'ostéopathie, les autres médecines, là. Non, parce que je suis pas venue la semaine passée au pickleball pendant toute une semaine parce que j'ai fait une semaine de migraine. Puis, qu'est-ce que vous faites? J'ai resté un loup sur les yeux, des bouchons dans les oreilles, personne dans la maison, pas de musique, pas de TV, je lis pas. Puis je prends du Tylenol, puis des fois je prends de l'ibuprofène, puis des fois je prends les deux ensemble, puis là je me dis « Ah, ça va-tu passer? » Ça a pris une semaine. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça s'appelle EFT, technique de libération émotionnelle. C'est des tapotements. Puis c'est excellent pour justement faire travailler sur les symptômes de la migraine et plein d'autres douleurs physiques et émotionnelles. C'est vraiment une technique révolutionnaire. En prenant une bonne marche, prendre du plein air, à ce moment-là, ça l'améliore le sort, au lieu de prendre des médicaments. La migraine, c'est la méditation, relaxer. Des médicaments, des fois, on n'a pas le choix. Oh, honnêtement, pas vraiment, parce que des vrais cas de migraine, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part de laisser passer le temps. Je pense ça aussi, au niveau de l'alimentation, il doit y avoir des choses à éviter. De l'eau, du sommeil, mais j'en sais pas plus. Je suis chanceuse, j'en ai pas. Nous avons entendu très peu de gens nous mentionner des approches complémentaires pour la migraine. Il y en a beaucoup, des approches complémentaires. Pourtant, la migraine va affecter tout près de 15 de la population, 14,7 pour être plus juste. Et par comparaison, si vous voulez un ordre d'idée, en fait, on a environ 9,2 des gens qui vont avoir des problèmes de dos. Environ 11 de la population vont être affectés par le diabète. C'est donc dire que la migraine est une des problématiques de santé qui est très importante. Et il y a beaucoup d'approches complémentaires qui peuvent être appliquées. Bon, on a entendu parler, bien sûr, de l'acupuncture, on a entendu parler de faire attention à la lumière, au bruit, mais il y a bien sûr aussi le massage, en fait, l'ostéopathie, qui peut avoir des applications, des facettes reliées à l'alimentation. Il y a beaucoup d'approches complémentaires. Pourquoi les gens de la population ne semblent pas au courant en tant que tel des autres approches complémentaires qui pourraient être appliquées à la migraine? C'est facile à comprendre. Comme société, malheureusement, on entend très peu parler des approches complémentaires et généralement, elles ne vous seront pas proposées si vous avez des problèmes de santé. La migraine est au 6e rang des maladies les plus invalidantes selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est aussi la 3e cause d'absentéisme au travail après les maux de dos et les problèmes d'humeur. Donc, c'est donc une problématique pour notre société qui est extrêmement importante. Pour la tranche d'âge la plus affectée par la migraine, on parle des 18 à 44 ans, 9 des gens vont être des hommes, 24 des personnes touchées vont être des femmes. C'est donc dire que les femmes sont beaucoup plus touchées par la migraine, en fait, que les hommes. Notez aussi, cependant, que 21 des cas diagnostiqués de migraine étaient reliés à une surconsommation de médicaments. Il est donc important, encore toujours dans une approche de santé intégrative, de se poser la question sur quelle peut être la cause. Donc aujourd'hui, pour en parler, comme à l'habitude, débutons avec notre médecin de l'émission, Dr Anne-Isabelle Dionne. Bonjour Anne-Isabelle. Bonjour Éric. Donc, Anne-Isabelle, la migraine, ça fait mal? Ah, ça fait mal, c'est effrayant. Pour ceux qui souffrent de ce syndrome-là, c'est extrêmement invalidant. C'est pas pour rien que tu l'as nommé. C'est dans le top des causes d'invalidité, d'absentéisme au travail. Ça affecte environ 15 de la population, là, particulièrement chez les jeunes. Et on sait que la migraine peut être en fait une pathologie qui partage aussi d'autres, qui est une comorbidité, comme on appelle, donc qui est associée à d'autres syndromes de douleur, de perception de la douleur, comme le syndrome du côlon irritable, la fibromyalgie,
fibromyalgie, des troubles anxio-dépressifs, etc. Donc, ce cocktail de pathologies est très invalidant pour la plupart des gens qui les expérimentent, naturellement. Oui. Alors, la migraine, c'est quoi? Hein? C'est quelque chose qui est beaucoup plus sévère qu'un simple mal de tête en venant de travailler le soir, hein, qui s'avère être davantage ce qu'on appelle une céphalée de tension. La migraine, c'est une douleur qui est extrêmement sévère au niveau d'un des deux côtés du crâne. Donc, souvent, bon, dans les côtés là, temporales, ça va être pulsatile. C'est comme si on va sentir son cœur battre dans la tête d'un côté ou de l'autre. Les gens vont expérimenter de la nausée, certains vont vomir, on va être extrêmement intolérant à la lumière, au bruit. Classiquement, les gens vont dire, quand j'ai une migraine, je ferme toutes les lumières dans la maison, je ferme les fenêtres, j'enlève le son, je m'en vais me coucher en petite boule dans mon lit où est-ce qu'il fait noir, puis j'attends que ça passe. Et 25 % de ces gens-là vont expérimenter un phénomène qu'on appelle l'aura, qui précède la migraine de quelques minutes. Alors, on voit habituellement des syndromes d'allure plus neurologiques. Donc, visuellement, on peut voir des zigzags, des petits flashs lumineux qui s'appellent des scotomes visuels. Qui annoncent, en fait, le fait qu'une migraine s'en vient. Exactement. C'est excellent que tu parles, en fait, des symptômes de la migraine, puis d'à quel point c'est invalidant, parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se sentir incompris dans tout ça, malheureusement. Tout à fait, absolument, parce que quelqu'un qui n'a jamais eu de migraine ne comprend pas vraiment à quel point ça peut faire mal. Et ça peut rendre quelqu'un totalement inapte à travailler, à recevoir des consignes, à être capable d'être fonctionnel, finalement, dans la société. Il n'y a rien qui se passe. La switch est à off. Au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe? En fait, la physiopathologie est complexe dans la migraine, mais ce qu'on reconnaît, c'est qu'il y a une perte de fonctionnement à l'égard de la vascularisation de certaines régions du cerveau qui va affecter la transmission du réseau électrique, finalement, donc des influx électriques à travers des neurones, et ça va engendrer des conséquences chimiques. Donc, il va y avoir plusieurs substances et molécules impliquées dans la perception de la douleur qui vont être générées. C'est comme si, par exemple, j'aime l'image, c'est comme si on saupoudrait un cerveau de poivre de Cayenne. Imaginez-vous ce que ça ferait. Hein? L'inflammation pognerait là-dedans, ça ferait mal, ça serait extrêmement... il y aurait un gros cocktail inflammatoire, vasculaire, chimique et électrique à travers tout ça. Et donc, on sait que, bien sûr, les gens qui ont une certaine susceptibilité génétique à créer de la migraine sont ceux qui sont le plus affligés par cette maladie-là. Ce sont des gens qui vont réagir à des déclencheurs particuliers. Par exemple, ça peut être aussi simple que des odeurs fortes, des lumières fortes, un manque de sommeil, trop de sommeil, des repas qui ne sont pas pris aux mêmes heures durant la journée, des périodes de jeûne trop prolongées. On le voit même chez les femmes qui ont des cycles hormonaux qui peuvent engendrer des changements, des shifts hormonaux tellement importants qui vont générer ces migraines-là, soit à l'ovulation ou dans la période prémenstruelle ou menstruelle directement, quand les hormones chutent complètement. Puis il y a même des molécules dans l'alimentation, hein, je pense, comme le glutamate monosodique. Tout à fait, absolument. Qui est pointé du doigt. Les triggers ou les déclencheurs alimentaires sont énormes. D'ailleurs, ça vaut vraiment la peine de se pencher là-dessus. Donc, le glutamate monosodique, tu l'as mentionné. Certaines personnes qui vont faire un abus de caféine, d'alcool, les nitrites, sulfites, qui sont présents d'ailleurs dans les viandes, charcuteries, les fromages, certains fromages fins, fermentés. D'ailleurs, c'est très complexe quand on regarde ça parce qu'il y a tellement de déclencheurs. Puis ces gens-là qui sont très susceptibles de réagir de façon un peu plus intense à des déclencheurs qui ne seraient pas nécessairement un problème chez d'autres personnes. Ce que je leur suggère de faire, c'est un journal de migraine. Alors, l'objectif, c'est d'observer dans les 24 heures précédant une migraine, qu'est-ce qui s'est passé? Quel genre de stresseur il y a eu? J'ai dormi comment? Est-ce que j'ai fait de l'activité physique? Qu'est-ce que j'ai mangé? Est-ce que l'aliment qui se retrouve toujours dans mon plat la veille d'une migraine est toujours présent quand je regarde mon journal dans les 3 derniers mois? Ce qui nous permettrait de pouvoir tirer des conclusions sur des corrélations qui existent entre des allergènes alimentaires et la migraine. Ça peut nous aider grandement là, de faire un journal alimentaire. Quel bon conseil. Merci beaucoup, en fait, de nous avoir éclairé sur la migraine. C'est toujours un grand plaisir de t'avoir à l'émission. Et allons voir, en fait, notre pharmacienne qui va bien sûr nous parler aussi de la migraine, Anne-Émilie Dionne. Bonjour, Anne-Émilie. Bonjour, Eric. Anne-Émilie, en partant, j'aimerais te demander, les cas de migraine, est-ce que tu vois des gens en pharmacie qui ne savent pas que c'est de la migraine ou que ça pourrait être de la migraine et qui ne sont pas au courant? Absolument, Eric. En fait, faire là,
5-6 maux de tête là, dans une semaine, c'est pas normal. Okay? Il y a beaucoup de gens qui prennent pour acquis que c'est une condition qui est normale, mais c'est là où il y a vraiment une éducation à faire auprès des patients, puis des fois une sorte de dépistage. En pharmacie, j'ai le réflexe souvent d'utiliser un outil qui est d'ailleurs diffusé là, derrière moi, qui est un espèce de test pour déterminer est-ce que le patient démontre des facteurs de risque d'être vraiment migraineux. Donc, je pose 3 questions à mes clients, souvent, quand je suspecte évidemment un pattern là, de symptomatologie qui se réfère à la migraine. Intéressant. Allons-y. La première, est-ce qu'il y a au moins une journée? Là, on regarde vraiment un horizon de 3 mois. Durant les 3 derniers mois, est-ce qu'il y a une journée où vous avez eu un mal de tête qui vous a causé des maux de cœur, qui vous a causé des vomissements? Deuxième question. Donc, tu veux dire plus qu'un petit mal de tête ordinaire? Absolument, exactement. Donc, d'intensité modérée, mal de cœur, on file vraiment pas bien. Deuxième question, est-ce qu'il y a un mal de tête qui vous a causé, qui vous a obligé à restreindre vos activités? Vous avez été obligé, par exemple, d'aller au lit, vous avez été obligé de quitter le travail. Et troisième question, est-ce que vous avez un mal de tête pour lequel vous avez développé un peu de sensibilité à la lumière ou au son? On parle ici de photophobie, phonophobie, de cette sensibilité-là. Si le patient répond oui à 2 de ces questions-là, la plupart du temps, je vais dire, ça vaut la peine de voir votre médecin, puis donc qu'il y ait vraiment un diagnostic qui soit posé, puis une évaluation plus exhaustive, parce que c'est fort à parier qu'il y a probablement un pattern migraineux là, dans c'est tout qu'on ça. va y investir un peu plus loin, justement, quand on Absolument. a de ces critères-là. Donc, ça c'est super intéressant, parce que là, les gens peuvent déjà se poser la question à la maison, si c'est le cas, en parler à leur médecin. Exactement. Deuxième chose que je fais, j'explique aux patients, en fait, Anne-Isabelle l'a très bien expliqué, ces patients-là, ils ont un logiciel là, au niveau du cerveau là, qui est génétiquement hypersensible. Donc, je les aide à trouver quels sont les déclencheurs de leurs épisodes. On parlait tantôt de déclencheurs alimentaires, il y en a de multiples. On pensait aussi aux causes migraineuses qui affectent, aux causes plutôt hormonales, les femmes qui font des migraines hormonales, qui font des migraines en lien avec leur ovulation. Il y en a une grande majorité des femmes et pour lesquelles, des fois, le simple fait de prendre leur contraceptif, par exemple, en mode continu, pour éviter ces fluctuations hormonales-là, des fois, ça peut les aider aussi. C'est-à-dire avoir une meilleure régularité. Avoir une meilleure régularité. Donc, bien travailler aussi les facteurs déclencheurs avec ces patients-là. Qu'est-ce que j'utilise comme outil? Anne-Isabelle l'a bien dit, un calendrier des migraines qui est extrêmement important. Ça va permettre aux patients de déterminer quels sont leurs épisodes, de quelles intensités ils étaient, est-ce qu'ils ont dû prendre un médicament pour se soulager, quel était le facteur déclencheur. Puis moi, j'utilise ça un peu comme en diabète. On utilise des glycémies pour que le patient nous démontre si c'est efficace la thérapie. Quand on fait du cholestérol, on fait des bilans lipidiques pour déterminer si le traitement est efficace. En hypertension, on prend des valeurs de pression. Mais en migraine, il nous faut notre calendrier avec nos antécédents d'épisodes pour déterminer si une thérapie est efficace. Maintenant, les approches non pharmacologiques sont extrêmement importantes, là, à mon avis. Souvent, je vais commencer avec mes patients par leur parler d'approches un peu plus naturelles. Il existe des médicaments de vente libre. Le magnésium, entre autres, qui est disponible en vente libre, le bisglycinate de magnésium, par exemple, le citrate, la coenzyme Q10 et la riboflavine, qu'on utilise beaucoup, la vitamine B6 en pédiatrie notamment. C'est souvent des traitements qui sont faciles d'accès, peu coûteux, bien tolérés. Étant donné qu'il n'y a pas de risque associé, donc tu peux te permettre de les essayer avec ta clientèle puis voir s'ils répondent à ça avant d'aller vers la médication. Exactement. Je leur dis de commencer. On se laisse 1 mois, 2 mois. On fait un calendrier des migraines. On détermine est-ce qu'il y a eu une diminution, par exemple, de la fréquence ou de la sévérité. Et si c'est le cas, à ce moment-ci, on peut soit continuer dans cette voie-là ou encore amorcer peut-être un traitement médicamenteux un petit peu plus puissants, que ce soit des analgésiques, des anti-inflammatoires ou des triptans, qui sont le traitement aigu des migraines, là, qui est un médicament plus puissant, qui est efficace, mais qui vient avec son lot d'effets secondaires aussi. Donc, ça peut parfois faire peur un peu aux clients. Il faut essayer d'éviter ça autant que possible, c'est ça? Exactement. Jamais passer non plus sous silence le risque de céphalée de surconsommation. Quand on débute, quand on se traite, on s'auto-traite pour les migraines, il peut y avoir un pattern de... On prend la médication pour se soulager, mais à un moment donné, dans le mois, on en surutilise. On en prend 10 jours, 12 jours, 15 jours par mois en pensant qu'on se soulage, mais au final, on induit des céphalées rebonds à cause de la médication. Donc, on se retrouve dans un cercle vicieux où le patient pense qu'il se soulage, puis finalement, on s'induit des céphalées. Donc, il y a ça aussi à garder en considération. C'est important, puis c'est très, très fréquent. En fait, merci beaucoup d'avoir partagé ta pratique avec nous. Et j'invite bien sûr les gens à toujours en parler avec leur pharmacien, leur pharmacienne. Et nous allons aller en parler avec notre naturopathe agréé, M. Dino Alicaz.
Bonjour Dino. Bonjour Éric. Hey Dino, la première question qui me vient à l'esprit pour notre naturopathe de l'émission, c'est dans le cas de la migraine, il doit y avoir des choses qu'on peut faire pour la prévention aussi, pour réduire la fréquence? Absolument. La mécanique est complexe de la migraine. Anne-Isabelle en a parlé un petit peu, mais si on résume un peu, là, il y a comme une espèce d'effet de contraction de nos vaisseaux sanguins qui est déclenché, ça peut être par des aliments ou différents facteurs, et c'est comme si notre corps réagit en faisant une vasodilatation. Donc, il y a une expansion, et c'est là que ça fait mal. OK? Donc, ce qu'on essaie, quand on fait de la prévention, c'est de limiter cette espèce de contraction spontanée-là pour ne pas avoir la vasodilatation qui crée la douleur. C'est plus complexe que ça, mais tu sais, juste grosso modo. Exactement. Donc, ce qu'on veut, c'est d'essayer de s'assurer qu'on n'a pas cette réaction spontanée-là. Donc, la plupart des produits de santé naturelle qu'on va recommander sont des produits de santé naturelle qui ont tendance à ne pas favoriser la contraction. Ça fait un peu contre-intuitif puisque c'est la relaxation ou la dilatation qui fait mal. Mais si tu n'as pas de contraction au départ, tu n'auras pas cette réaction-là. Donc, le magnésium, par exemple, on sait qu'à peu près à 600 mg par jour de magnésium, on peut utiliser le bisglycinate. Il y a différentes formes. Ça a été démontré que ça peut réduire la fréquence d'à peu près 40 % des migraines chez les gens qui en ont. Puis je pense que la plupart des gens devraient considérer prendre un supplément de magnésium de façon générale parce qu'il y en a de moins en moins dans notre alimentation, puis c'est essentiel. La vitamine B2, par exemple, la riboflavine, c'est une vitamine qui a aussi une action sur le métabolisme énergétique du cerveau notamment, et ça a montré quand même des bons résultats à peu près à 150 mg en prévention. Même chose pour le coenzyme Q10, qui peut être intéressant au niveau de la prévention. C'est sûr que l'exercice physique, un meilleur sommeil, faire attention au niveau alimentaire à nos déclencheurs vont aussi, évidemment, faire partie de la prévention dans ce cas-là. Fait qu'il y a beaucoup de trucs qui peuvent être employés, qui ne sont pas risqués, qui peuvent être combinés même à une médication ou à autre chose sans trop de risques, qui peuvent permettre de limiter l'apparition des fréquences ou des migraines, puis peut-être même chez certains individus qui apparaîtront jamais si on a des habitudes de vie adéquates, disons ça comme ça. C'est super intéressant. Mais le naturopathe peut aussi aider même du côté du traitement. Oui, même tout à fait. Parce qu'à partir du moment où là, il y a cette réaction-là de vasodilatation, ce qu'on essaie de faire à ce moment-là, c'est d'essayer de faire une constriction des vaisseaux sanguins pour diminuer la douleur. C'est pour ça que le froid, une serviette glacée, ils se vendent même des espèces de coussins qu'on peut mettre au congélateur puis utiliser, qui marchent assez bien. Parmi les plantes, c'est plutôt au niveau des huiles essentielles. On pense par exemple à la lavande qui est intéressante, mais surtout à la menthe poivrée. Je suis convaincu que la plupart des gens qui ont déjà utilisé de la menthe poivrée, ils voient bien quand ils l'appliquent, ça fait un effet un peu de glace. C'est un bon vasoconstricteur. Donc, on va masser le front, par exemple, les lobes d'oreille, la nuque, tout ça, ça peut aider à soulager. On s'entend, ça guérit rien, mais ça aide à soulager. Il y a aussi des plantes qui contiennent des salicylés, des précurseurs de l'aspirine. En fait, c'est comme ça qu'on l'a découvert. On parle de l'écorce de saule blanc, de la reine des prés. Donc, il existe des préparations. On peut l'utiliser en tisane aussi qui peuvent être intéressantes de ce côté-là. La mélisse, la camomille, des trucs qui sont calmants, ça peut aider. Là, on peut penser justement à essayer d'alterner même. Bien sûr, c'est ça, c'est la complémentarité. Là. Souvent, les pharmaciens connaissent quand même bien ces approches-là. Il faut juste en discuter, mais le naturopathe peut vous guider de ce côté-là, clairement. Ah, c'est excellent. Bien, merci beaucoup, Dino, en fait, d'avoir partagé avec nous ta pratique dans le cadre de la migraine. Et allons à notre expert invité maintenant, qui est un pharmacien que vous connaissez très bien, M. Jean-Yves Dionne. Bonjour Jean-Yves. Salut Éric. Hey, merci encore d'avoir accepté notre invitation pour l'émission sur la migraine. S'il y a un sujet qui me passionne, c'est lui. En fait, je le sais. On en a déjà beaucoup parlé ensemble. Mais Jean-Yves, la migraine, c'est pas un mal de tête. Non. On peut-tu... Non, c'est l'affaire qui me choque le plus. C'est une des maladies les moins bien comprises. C'est vrai que c'est la tête qui fait mal, mais c'est pas un mal de tête. Un mal de tête, tu peux travailler avec, tu peux vivre avec. La migraine, tu peux pas. Tout arrête. Ça fait tellement mal. Écoute, c'est une cause de suicide. C'est très douloureux. Il y a toutes sortes de patterns, avec aura, sans aura, mais une chose est claire, c'est invalidant. Fait que quand tu entends quelqu'un, « Ah, j'ai fait une migraine », gratte un peu, parce qu'on mélange les deux notions.
Puis oui, il y a des facteurs déclencheurs, il y a toutes sortes de trucs environnementaux. Mais il faut comprendre que si quelqu'un dans ton environnement fait des migraines, fais attention. Non, c'est ça, il faut être compréhensif. C'est bien oui, important. très compréhensif. Ah non, c'est ça. Et là, tu viens parler d'éléments déclencheurs. Oui. On n'en a pas parlé encore beaucoup dans l'émission. C'est bien important, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui pourraient se reconnaître et dire « Ah! » Parce que quand on est capable d'identifier les éléments déclencheurs, on est capable de réduire aussi la fréquence en essayant justement de ne pas être exposé, c'est ça? C'est la première stratégie. Un journal qui va contenir ce que tu manges puis ce que tu vis. Alors, on va trouver des déclencheurs comme le vin rouge, comme le MSG, le glutamate monosodique, le chocolat, mais aussi des trucs étranges comme certaines épices. Puis ça, c'est individuel. Il y en a qui sont très communs, puis il y en a qui sont vraiment individuels. Chez certaines personnes, ça va être un accès de colère. Pourquoi? Je ne le sais pas. Mais tu parles même des épices? Certaines épices, oui, tout à fait. C'est un peu comme un processus allergique, sans être vraiment une allergie, qui va déclencher cette cascade inflammatoire-là, où il y a, tes autres en ont parlé, il y a deux grands aspects, un aspect neurologique puis un aspect vasculaire. Tes vaisseaux sanguins qui contractent puis dilatent, mais il y a un aspect inflammatoire du système nerveux aussi. C'est les deux en même temps. C'est pour ça que c'est pas juste un mal de tête. Mal de tête, c'est vasculaire, tu as une tension là, tu as des ondes bien particulières, mais la migraine, là, c'est habituellement la moitié de la tête, souvent ophtalmique, mais pas toujours. Dans certains cas, c'est toute la tête. Il y a des douleurs comme la névralgie d'Arnold qui font partie en arrière. Mais ça, écoute, c'est une cause de suicide tellement c'est dangereux. Ça fait mal. Oui, mais là, tu as parlé de déclencheur pour le vin rouge. Ça peut être même juste un verre. C'est pas obligé d'être nécessairement... Quand on parle de déclencheur, je ne te parle pas de prendre un coup, là. Ouais. Je te parle de la substance. Un verre. Ça peut être les sulfites, peut-être. Ça peut être même les bonnes molécules dedans, les pigments, les polyphénols. On ne le sait pas. Puis dans ta pratique, les gens, en fait, que tu as accompagnés qui avaient des problèmes de migraine, si tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui habituellement marche le mieux? C'est quoi les meilleures pistes de solution pour eux autres? L'alimentation, première affaire. Ensuite, si on parle suppléments, parce que moi, je ne donnerai pas des médicaments, puis souvent, les gens viennent me voir quand ils sont rendus en sevrage. Parce que si tu as pris des triptans, la famille qui casse la migraine, il y a tous des médicaments. Il y a des médicaments qui préviennent et puis vers les autres, puis il y a les médicaments qui vont casser la migraine. Oui, mais le problème, c'est que ça casse, mais ça n'enlève pas toute la maladie. Fait qu'il y a des gens qui se ramassent dans une spirale, puis ils sont obligés d'arrêter volontairement parce qu'ils en prennent trop. Puis ça entraîne des migraines rebonds. Attention. Fait que le magnésium, c'est le premier outil. OK. Mais pas une petite dose banale. On est rendu à 500 mg par jour, là. Fait que tu vois, 500 mg de magnésium, risque de diarrhée, ça s'y apprend du doigté, là. Le coenzyme Q10 va travailler sur la stabilité de tes cellules. Là, en fait, le magnésium, on en a déjà parlé ensemble, là, mais je pense que c'est quelque chose comme 30 même des cas de migraine qui seraient causés, en fait, par des carences en magnésium. C'est ça, c'est une question même de compléter la carence dans ce cas-là. Bien, on sait que, selon Statistique Canada, à peu près 40 des Canadiens n'ont pas dans leur assiette l'apport de magnésium suffisant. On n'est même pas dans l'apport recommandé parce qu'on ne le connaît pas, lui. On est dans le besoin estimé. Toujours est-il que 40 du monde n'en a pas assez. Ah, en partant, tu as un problème. Alors, si ça te crée des problèmes physiologiques, puis là, ça t'entraîne des symptômes, ça peut être l'hypertension, ça peut être d'autres choses, des douleurs articulaires, mais chez certains, des migraines. C'est pour ça que les neurologues prescrivent de plus en plus du magnésium simple, en dose importante, pour avoir vraiment un impact sur la relaxation des vaisseaux sanguins, la réduction des processus inflammatoires. Donc, c'est vraiment une des choses à essayer. C'est la première chose. C'est banal, c'est facile, puis c'est pas dangereux. Puis dans les autres facettes? Bien, il y a d'autres choses. On parle du coenzyme Q10, qui est souvent la première affaire. La mélatonine est étudiée pour ça. Ah oui? La migraine chez l'enfant, la mélatonine. Mais là, ils vont le prendre quand même juste avant de dormir? Oui. Parce que c'est... OK. La mélatonine, c'est au-delà d'une molécule de sommeil, c'est une molécule de réparation. Une molécule de signal que ton corps sécrète la nuit surtout. Mais curieusement, c'est pas juste la pituitaire qui le fait, là. C'est toutes tes cellules qui produisent la mélatonine. Ça, il y a peu de gens qui le savent. Et tu fais plus de mélatonine, plus tu vas au soleil durant la journée. Fait qu'imagine au Québec au mois de décembre. On n'en fait pas assez. Non, effectivement. Fait que ça, c'est les principaux outils. Mais il y en a d'autres, parce qu'on peut parler en prévention. Il y a 2 plantes. Feverfew, la grande camomille, et la plus connue. S'utilise un peu comme les médicaments en prévention 1 fois par jour, ou encore la pétasite, butterbur en anglais. Ces 2 plantes qui peuvent être utilisées en prévention. Quand tu parles de prévention, c'est comme pour essayer de réduire la fréquence. La fréquence et l'intensité. Comme les médicaments. Quelqu'un qui prend du Epival pour ça va se faire donner ça en prévention, puis le but, c'est pas d'enrayer, c'est réduire.
Ah là, c'est génial. Bien, en fait, merci beaucoup, Jean-Yves. Encore là, d'un esprit de santé intégrative, on voit qu'on a beaucoup de possibilités devant nous. C'est important de parler avec les bons conseillers qui sont à même, en fait, de nous suggérer la panoplie de choses qu'on peut essayer. D'intégrer tout ça. Puis d'intégrer tout ça. Bien, merci beaucoup. Allons maintenant à la conclusion avec nos experts permanents de l'émission. Donc, nous en sommes à la conclusion de notre dernière émission de la 2e saison, avec un sujet qui me permet de souligner d'entrée de jeu l'importance des approches complémentaires. Un cas comme la migraine, en fait, devrait nous permettre de mettre en valeur toutes les facettes qui pourraient être considérées dans les approches complémentaires, en commençant avant tout à bien se connaître, ce qui est un élément extrêmement important de la santé intégrative. Donc, faisons un petit tour de table pour voir justement où vous en êtes dans votre réflexion. Commençons par Anne-Émilie. Bien, justement, Éric, tantôt, on a parlé aussi beaucoup de l'approche préventive, évidemment, des traitements aigus aussi qui existent pour soulager des crises, qu'ils soient naturels ou médicamenteux. J'attire aussi l'attention pour les gens qui ont des migraines qui peuvent se chroniciser. On parle quand même de 2 de la population qui vont avoir des migraines chroniques. On parle de 15 jours de migraines et plus par mois. Ou encore des migraines épisodiques fréquentes, donc entre 7 et 14 jours de migraines par mois. Il faut avoir le réflexe de se questionner si peut-être qu'un traitement préventif, donc qu'on prend à tous les jours, peut être initié pour diminuer la récurrence, la fréquence des crises, puis leur intensité aussi. Ça existe. D'ailleurs, dans le domaine de la migraine, aspect pharmacologiquement parlant, il y a beaucoup de nouvelles avenues thérapeutiques. On découvre de nouveaux récepteurs, on découvre de nouveaux peptides pro-inflammatoires sur lesquels on peut jouer dans les mécanismes d'action, que ce soit les anti-CGRP aussi, des médicaments qui se développent, qui pourraient ne plus induire de céphalée de surconsommation, puis être mieux tolérés. Donc, c'est un monde d'ouverture. Absolument. C'est important de se responsabiliser comme individu, comme patient, pour observer, avoir un peu plus d'introspection en regard de la nature de nos symptômes. Tantôt, on a mentionné la pertinence du journal, du calendrier des migraines, de prendre un pas de recul face à ces comportements et quels sont ceux qui sont susceptibles de déclencher les processus de douleur qui vont s'avérer chroniques ou récurrents. Et c'est vraiment de cette façon-là qu'on va être capable d'objectiver s'il y a des comportements qui doivent être optimisés et qui relèvent aussi de d'autres choses que de la médication préventive, mais aussi de changer sa façon de s'alimenter, de consommer des différents agents qui peuvent être malsains pour nous, de s'exposer sur le plan environnemental à des stimuli qui vont être un petit peu moins déclencheurs de migraines. Là. Ah, c'est évident. Les gens qui se connaissent mieux, généralement, savent quels sont les aliments qui déclenchent leur épisode, quels comportement familial au travail, tout ça qui amène ça, mais c'est la meilleure façon et surtout une des façons les plus efficaces de dire, bien, je préviens ou je traite ou je soulage quand je sais exactement c'est quoi. Puis c'est vrai que beaucoup de gens ont des migraines, mais si on leur demande la quantité, ils ne savent pas nécessairement combien ils en font. Et même dans l'approche avec des suppléments, par exemple, ou avec, je parlais du magnésium ou d'autres plantes, s'il n'y a pas un journal qui dit s'il y en a plus ou il y en a moins, souvent, ils vont avoir tendance à dire, bien, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne plus ou moins. C'est la journée où ils constatent qu'ils en ont 25, 30, 40 % de moins qui sont plus aptes à bien suivre les protocoles. J'imagine même au niveau médicaments, c'est la même chose, c'est de bien connaître la personne. Donc, merci, c'est très bien dit. J'en retiens qu'il faut apprendre à se connaître. Il faut aussi bien documenter et faire appel à plusieurs professionnels pour essayer de trouver des solutions variées qui peuvent bien nous convenir. Merci d'avoir été des nôtres. Nous en sommes à notre dernière émission de la 2e saison. Je vous invite bien sûr à réécouter les émissions de la première saison. C'est des sujets variés qui sont différents et à être des nôtres, en fait, lors d'une prochaine saison qui s'en vient prochainement. Partagez avec vos amis, les gens que vous connaissez, les émissions de façon à nous aider à faire rayonner la santé intégrative au Québec. C'est un plaisir.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.